Le soleil s'inclinait lentement sur l'horizon lorsque Kemo descendit du vieux car poussiéreux. Il posa le pied sur la terre rouge de Ndala avec un mélange de nostalgie et d'appréhension. 10 ans qu'il n'avait pas mis les pieds ici. 10 ans à fuir les souvenirs, les douleurs et surtout les silences. Le village semblait inchangé. Les caserons coiffés de paille, les femmes pestant autour des marmites, les enfants courant à demi-nus dans la poussière. Mais quelque chose clochait. Les rires d'autrefois s'étaient estompés. Les regards étaient méfiants, presque fuyants. Une lourdeur planait dans l'air, plus pesante que la chaleur étouffante. Kemo traversa le marché sans un mot. Il vit quelques anciens qu'il connaissait, mais aucun ne le salua. Même tonton Madou, son vieux maître d'école, détourna les yeux. Arrivé devant la maison familiale, il trouva la porte entr'ouverte. Sa sœur, Aïcha, l'attendait sur le seuil. Elle avait vieilli. Ses joues jadis pleines s'étaient creusées et son regard portait la fatigue de trop de nuits sans sommeil. « Tu es venu » souffla-t-elle en l'enlaçant brièvement. « Merci. J'ai reçu ta lettre. Tu disais qu'ils prennent les enfants. De quoi tu parles, Aïcha ?» Elle baissa les yeux, ses doigts serrant machinalement son foulard. « Ce n'est pas quelque chose qu'on dit fort ici. Ce n'est pas une affaire de palabres. C'est une affaire d'ombre. » Elle le fit entrer et ferma la porte derrière lui. À l'intérieur, les murs étaient couverts de symboles étranges, de gris accrochés dans chaque coin. Un encens âcre brûlait dans un petit pot d'argile. La secte s'est installée depuis 3 ans. Au début, personne n'a compris. C'était juste des prières de nuit, un vieux prêtre venu de la frontière. Puis ils ont commencé à promettre des miracles, guérison, richesse, fertilité. Et les gens ont suivi, presque tout le monde, même le chef du village. Ceux qui refusent, on dit qu'ils tombent malades. D'autres disparaissent. Des enfants, Kemo. Kemo sentit une colère sourde monter en lui. Il avait quitté l'armée pour fuir la violence. Mais ce qu'il entendait éveillait en lui un feu qu'il croyait éteint. Et toi, tu fais partie d'eux? Jamais. Mais je fais semblant. Pour protéger mes enfants. Pour rester en vie. Le silence retomba. À travers les murs, on entendait des voix lointaines chanter. Un chant guttural, hypnotique. Ils ont une grande cérémonie demain soir, dit Aïcha, au pied du baobab rouge. Si tu veux comprendre, va voir, Kemo acquiesça lentement. Demain, il irait, et il découvrirait ce qui se cachait derrière ces ombres qui rongeaient son village. La nuit était tombée sur Ndala comme un voile noir, lourd et étouffant. Les grillons s'étaient tus. Même les chiens gardaient le silence. Seul le baobab rouge semblait respirer lentement sous la lumière blanche de la lune, ses branches tordues projetant des ombres inquiétantes sur la place du village. Kemo s'était faufilé hors de la maison bien avant minuit. Il portait une tunique sombre et des sandales de cuir pour ne faire aucun bruit. Aïcha lui avait donné une direction. Prends le sentier derrière le puits. Ne suis pas les lumières. Écoute les chants. Et il les entendit, faible au début, comme un murmure, puis de plus en plus clair. Une mélodie étrange, monocorde, avec des voix qui ne semblaient ni tout à fait humaines, ni tout à fait naturelles. Des paroles dans une langue oubliée, des invocations profondes, gutturales. Kemo se plaqua contre un manguier quand il aperçut la première silhouette. Elle portait une longue robe noire et un masque en bois représentant un esprit animal, moitié serpent, moitié homme. D'autres figures encapuchonnées avançaient en procession, tenant des torchers et des objets rituels. Ils se dirigeaient vers le baobab. La scène qui se déroula devant lui était irréelle. Autour du tronc gigantesque, une vingtaine de personnes formèrent un cercle. Au centre, une jeune fille, à peine adolescente, les yeux bandés et les mains attachées, fut conduite sous le baobab. Le prêtre, ou du moins celui qui semblait diriger, s'avança. Il portait une coiffe faite de plumes noires, son visage recouvert de cendres blanches. Il leva les bras vers le ciel et entama une incantation. Kemo, bien caché dans les buissons, sentit son sang se glacer. Mère du feu ancien, esprit du vide, accepte notre offrande et ouvre-nous les portes de la prospérité. Un tambour se mit à battre lentement. Un souffle de vent étrange traversa la clairière. La jeune fille, muette, fut allongée au pied du baobab. Le prêtre sortit une petite dague incrustée de pierres rouges. Les fidèles se mirent à chanter plus fort. Mais juste avant que la lame ne touche la peau de l'enfant, un cri éclata dans la nuit. Assez. Une femme âgée s'était avancée en titubant, les bras tendus. Vous avez oublié les lois des anciens. Le sang des innocents n'apportera que malheur. Le prêtre s'approcha d'elle, lentement. D'un geste de la main, il ordonna qu'on l'écarte. 2 hommes masqués l'emmenèrent de force. La cérémonie reprit. Mais quelque chose avait changé.
Le rythme des tambours était moins stable. Certains fidèles regardaient autour d'eux, nerveusement. Kémo sut à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas d'une simple secte. C'était un culte ancien, un pacte sacrilège. Et ils étaient prêts à tout. Il recula lentement, le cœur battant à tout rompre. Il avait vu ce qu'il était venu voir. Maintenant, il fallait agir. Mais comment lutter contre une force aussi profondément enracinée? Et surtout, qui oserait l'aider? Le lendemain, le village semblait comme vidé de son âme. Les commerçants ne criaient plus. Les enfants ne couraient plus. Même les coqs avaient chanté plus doucement, comme s'ils craignaient de déranger quelque chose d'invisible. Kémo s'était réveillé avec les mots de la cérémonie gravés dans la tête. Il ne pouvait oublier le regard vide de la jeune fille attachée. Il ne pouvait oublier la femme âgée, emmenée de force, probablement réduite au silence. Assis à l'arrière de la maison, il interrogea Aïcha. « Qui est ce prêtre? D'où il vient? » « On l'appelle Zankou. Il dit venir de la frontière nigériane. Il ne parle jamais au village, sauf pendant les rituels. On dit qu'il parle aux esprits, qu'il ne dort jamais, qu'il lit dans les rêves. » Kémo fronça les sourcils. Quelqu'un doit bien le servir, l'aider. Aïcha hocha la tête. Le chef du village et son fils Bakari. Ils sont ses bras. Ils font disparaître ceux qui doutent. Il y avait des résistants au début. Mais après quelques morts étranges, tout le monde a compris. Kémo se leva. Il me faut des preuves. Quelque chose de concret. Des noms. Des visages. Aïcha l'attrapa par le bras. Tu veux les affronter seul? Ce n'est pas comme un champ de guerre ici. C'est dans la tête des gens qu'il règne. Même ceux qui ne croient pas obéissent par peur. Mais Kémo avait déjà pris sa décision. Ce soir-là, il quitta de nouveau la maison, mais cette fois pour aller dans la direction opposée, vers la maison du chef. Il voulait savoir jusqu'où le pouvoir de cette secte s'étendait. Il voulait voir de ses propres yeux le visage de Bakari. En passant par les ruelles sombres, il aperçut une silhouette assise seule, près du vieux moulin. Un jeune garçon, à peine 10 ans, les yeux dans le vide. « Tu es perdu ?» demanda Kémo doucement. « Ils ont pris mon frère. Il criait trop pendant la cérémonie. Ils l'ont dit. Il est allé vers les anciens. » Le cœur de Kémo se serra. Il posa la main sur l'épaule du garçon. « Tu connais d'autres enfants comme toi? D'autres qui ont vu ?» Le garçon hocha la tête. « Mais ils ont peur. On dit que les murs écoutent. » Cette nuit-là, Kémo comprit que sa mission ne serait pas seulement de détruire la secte. Il lui faudrait aussi rallumer le feu de la vérité dans les cœurs éteints. Car la secte n'était pas qu'un groupe de fidèles fous. C'était un filet d'ombre tissé dans les esprits. Et pour le briser, il lui faudrait plus qu'un plan. Il lui faudrait une armée ou une étincelle. Les jours suivants, Kémo marcha dans les ombres. Il ne parlait à personne ouvertement. Il se contentait d'observer, d'écouter, de tisser une toile discrète autour de ceux qui, comme lui, ne croyaient pas à la divinité du prêtre Zankou. Le jeune garçon du moulin l'avait conduit à 2 autres enfants, tous témoins d'horreur tue. Des parents pleuraient en silence. Certains avaient cédé à la peur, d'autres à la culpabilité. Mais quelques-uns gardaient une braise de révolte dans leurs yeux. Kémo les appela les silencieux. Ils se retrouvaient la nuit dans une vieille cabane abandonnée à la lisière de la brousse. Parmi eux, il y avait Yandé, une guérisseuse autrefois respectée, déchue pour avoir refusé de rejoindre la secte. Daouda, un jeune pêcheur dont la fiancée avait disparu après une nuit de cérémonie. Ama, une veuve muette, mais dont les gestes racontaient plus que des mots. Et le vieux Gora, aveugle, mais lucide, qui disait « Ce qu'on ne voit pas peut parfois mieux se combattre ». Kémo leur parla franchement. « Je ne suis pas venu ici pour fuir ou prier. Je suis venu pour détruire cette chose. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous. Pas pour la violence, pour la vérité. » Yandé prit la parole. « La vérité ne suffit pas ici. Les gens sont fatigués. Ils ont faim, ils ont peur. Et Zankou leur donne des promesses, des illusions qu'ils préfèrent à la douleur du réel. Alors, dit Kémo, il faut briser l'illusion. Montrer le masque, révéler ce qu'il est vraiment. » Un murmure d'accord se répandit. Ils mirent en place un plan, infiltrer les rituels, récupérer des objets sacrés, enregistrer les chants, exposer les manipulations. Gora proposa même de construire un miroir de vérité, un assemblage de miroirs et de lumière, pour projeter les visages cachés pendant une cérémonie. Mais le temps pressait. Une rumeur courait que Zankou préparait la grande nuit, un rituel unique, censé faire descendre l'esprit du feu ancien lui-même dans le baobab. Et pour cela, un sacrifice serait fait devant tout le village, une offrande vivante. Kémo sentit son estomac se nouer.
Il savait qui ce serait. Il avait vu la fillette lors de la première nuit. Il n'avait plus le choix. Le masque devait tomber. Le village devait voir. Et pour cela, il lui fallait entrer dans le cœur même de la secte. La nuit tant redoutée arriva plus vite que prévu. Le village tout entier fut convié à la grande nuit. Une annonce du chef, brève et solennelle, avait parcouru les ruelles. Ce soir, l'esprit du feu ancien parlera. Aucun foyer ne doit rester vide. Kémo et les silencieux étaient prêts. Dans l'obscurité, ils avaient tout préparé. Le miroir de vérité était dissimulé dans un tronc creux, à quelques pas du baobab. Une série de petits miroirs, fixés avec de vieux fils et des morceaux de bois, formaient un arc de lumière capable de projeter les visages des membres encapuchonnés si la lumière tombait juste. Daouda s'était chargé de l'éclairage. Ama, muette mais agile, devait déclencher le mécanisme. Yandé, elle, serait dans la foule, prête à déclamer la vérité devant tous si le moment s'y prêtait. Kémo, quant à lui, s'était infiltré parmi les servants du rituel. Grâce à des vêtements volés dans la case d'un fidèle, il portait un masque et une cape noire. Mais sous sa tunique, il tenait une amulette de sa mère pour ne pas oublier qui il était. La cérémonie débuta dans une ambiance lourde. Les torches s'allumèrent, une à une autour du baobab. Les fidèles formaient un cercle large. Au centre, une table en bois noir, recouverte de tissus rouges et de potions fumantes. Le prêtre Zankou entra, lentement, les bras écartés, auréolé de plumes noires et de perles rouges. Les chants commencèrent. Kémo observait. Il attendait. Puis, ils amenèrent la fillette. Elle tremblait. Elle avait les yeux ouverts cette fois, pas bandés. Et elle vit Kémo. Elle le reconnut. Il lui fit un signe de tête. Calme. Promesse. Zankou leva la dague. Il s'apprêtait à invoquer l'esprit. C'est à ce moment qu'Ama, dans l'ombre, déclencha le miroir. Une lumière vive jaillit, se reflétant sur les plaques métalliques, et projeta les visages des servants encapuchonnés sur le tronc du baobab. Le choc fut immédiat. La foule vit et reconnut les visages. Le chef du village, son fils, un vieux devin, une mère connue pour ses offrandes, des voisins, des amis. Un murmure de panique se répandit. Mais Zankou hurla. Mensonge, illusion, le feu est sacré. Il vous jugera tous. Il fit un geste vers la fillette. Mais Kémo fut plus rapide. Il bondit, le désarma, le projeta au sol. La foule recula, prise entre la peur et l'éveil. La dague tomba aux pieds de Daouda, qui la ramassa et la brisa sur la pierre. Yandé s'avança enfin. Le feu que vous vénérez n'est que le reflet de votre avidité. Cet homme ne parle pas aux esprits. Il parle à votre peur. Des cris s'élevèrent. Des fidèles s'enfuirent. D'autres restèrent figés. Le chef, honteux, tenta de se cacher. Mais la lumière du miroir révélait tout. Zankou, au sol, ne disait plus rien. Ses yeux, autrefois flamboyants, étaient vides. Il semblait humain, faible, vaincu. Cette nuit-là, le feu ne brûla pas pour les esprits. Il brûla pour purifier. Les masques furent jetés, les torches arrachées. Et le silence qui suivit fut le début d'une parole nouvelle. Mais Kémo savait qu'il restait une chose à faire. Car une secte ne meurt pas seulement en exposant ses membres. Elle meurt quand on arrache ses racines. Les jours qui suivirent la chute de Zankou furent marqués par un silence pesant. Nul ne parlait à voix haute. Le village semblait suspendu entre honte et soulagement. Le baobab rouge, lui, restait là, immobile, témoin de tout. Zankou avait été enfermé, mais il ne parlait plus. Certains disaient qu'il avait perdu l'usage de la parole, d'autres juraient l'avoir vu murmurer au mur. Le chef du village avait fui, son fils aussi. Quant aux fidèles, ils erraient comme des âmes perdues, désemparés sans leur guide. Mais pour Kémo, l'essentiel n'était pas encore accompli, car quelque chose persistait. Une présence. La nuit, des cris continuaient de résonner près du baobab. Des enfants disaient voir des ombres ramper au pied de l'arbre. Et surtout, il y avait cette odeur de cendre et de sang qui, malgré le feu purificateur, ne disparaissait pas. Alors Kémo décida d'y retourner. Une dernière fois. Avec Daouda et Yandé, il inspecta les racines du baobab. C'est là qu'il découvrit une trappe dissimulée sous un tapis de feuilles et de terre noire. En l'ouvrant, une bouffée d'air fétide s'en échappa. Une cave, une ancienne chambre rituelle. Ils descendirent avec précaution, torche à la main. Le couloir était étroit, creusé à la main, les murs couverts de symboles anciens. Des dessins racontant des pactes, des invocations, des sacrifices. Au fond, une salle. Dans cette pièce,
Ils trouvèrent des objets terrifiants, des ossements, des bijoux d'enfants, des fétiches tordus, des registres de noms. Tout était là. Les preuves, les souvenirs, les racines du mal. Mais ce n'était pas tout. Au centre, il y avait une statue, haute, taillée dans un bois noirci par le feu, représentant une entité sans visage, aux bras étendus. Son torse était ouvert, et à l'intérieur, battait lentement une lumière rouge, comme un cœur encore vivant. Yandé recula instinctivement. C'est l'objet du lien, le foyer de la secte. Kémo s'approcha. La chaleur qui s'en dégageait n'était pas naturelle. Si on le détruit, demanda Daouda, est-ce que ça finira vraiment? Ça commencera à guérir, répondit Kémo. Alors ils préparèrent le feu. Pas un feu pour punir, mais un feu pour nettoyer. Ils versèrent de l'huile, empilèrent des bûches sèches et allumèrent la flamme. La statue brûla lentement, en émettant un gémissement grave, presque humain. Et quand elle s'effondra, la lumière rouge disparut. À cet instant, le silence changea. Plus doux, moins pesant, comme si une vieille présence avait enfin quitté les lieux. Le lendemain, Kémo sortit de la grotte, le visage couvert de suie, mais le cœur plus léger. Il alla s'asseoir au pied du baobab. Pour la première fois, il n'avait plus peur de ses racines. Les enfants du village vinrent jouer autour de lui, et une petite voix lui dit « Tu es resté, tu nous as sauvés. » Il sourit. « Non, pensa-t-il, c'est vous qui m'avez sauvé. » Car Ndala, ce petit village blessé, avait montré que même dans l'ombre, une étincelle suffit.